Blandine du Crevon et son officier. Deuxième partie, Friedrich. Déclaration de guerre et campagne de Pologne. Juillet 1939. L'année universitaire vient de se terminer. J'ai enfin ma licence de lettres. Si j'avais élu domicile chez mes grands-parents maternels près de Colmar et suivi mes études en France, à Strasbourg, j'aurais peut-être même déjà ma maîtrise. Mais je n'ai pu me décider à quitter la forêt noire et m'éloigner trop de Feldberg. Strasbourg n'est pourtant qu'à 120 kilomètres. Moralité, j'ai eu droit à mes 6 mois d'Arbeitsdienst et 2 ans de service militaire dont je sors Unteroffizier. Je suis aussi passionné de littérature allemande que de littérature française. Si je veux être vraiment honnête, la littérature française a ma préférence. Et ça, je le dois à ma mère, née à Wittenheim, près de Colmar, chez des parents viticulteurs dans une Alsace, alors allemande, mais redevenue française depuis 1918, pour le plus grand bonheur de mes grands-parents. Elle m'a inculqué, très jeune, sa culture française, comme elle l'avait fait pour mon frère. L'impact a été plus important sur moi. Mon frère Werner se moque toujours de moi en me taxant d'intello de la famille. Depuis le printemps, les relations germano-polonaises sont tendues. Hitler veut rattacher Danzig à l'Allemagne. La Pologne refuse ses exigences. Nous sommes suspendus aux informations. Guerre ou pas guerre. En attendant, carpe diem. Je retrouve ma montagne et mon village, où mon père s'occupe de sa scierie et ma mère de son hôtel familial. Quand je ne suis pas à la scierie avec mon père et mon frère, mes journées sont consacrées à des randonnées en montagne. Mes préférées sont celles qui fait le tour du Feldberg en passant par le Feldsee, ou encore celle qui va du hameau de Neuglashütten à un belvédère sur les 2 lacs, Feldsee et Titisee. Inutile de préciser que j'emmène toujours un bouquin. Pour combien de temps encore ? Septembre à décembre 1939. La guerre est déclarée. Jusqu'au bout, j'ai espéré que cela n'arriverait pas. En vain. Ceci dit, je ne me faisais guère d'illusions. La nouvelle nous atteint, mon frère et moi, alors que je suis encore en vacances chez nous, à Feldberg. Depuis la fin de l'année universitaire, après l'obtention de ma licence de lettres. J'espérais poursuivre en maîtrise et continuer à bénéficier des cours de mon mentor, Hugo Friedrich. Je vais devoir attendre. Un jour, peut-être, si je reviens de cette foutue guerre. De toute façon, la rentrée à l'université de Freiburg est annulée, pour cause de fermeture, en raison de la proximité de la frontière française. Mon frère Werner, lui, a terminé ses études et seconde mon père à la Syrie depuis déjà 1 an. Mon père a lui aussi fait la guerre, la grande guerre. Mon frère aîné avait quelques mois quand il a été mobilisé. Quant à moi, j'ai été conçu pendant une permission et j'ai débarqué en octobre 1915. À croire que la guerre rythme ma vie. Werner est affecté à la 2e division légère en réserve et moi dans la 18e division d'infanterie. Tous les deux, nous sommes devenus des soldats. Des souvenirs, plus ou moins bons, de ma formation militaire me reviennent. Il m'avait suffi de sympathiser avec des gars convenables, d'apprendre les leçons, de bien écouter aux entraînements pour progresser et acquérir de la considération. Bien sûr, certains instructeurs étaient plus sadiques que d'autres, et nous en faisaient baver pour faire de nous d'excellents soldats, disait-il. Et que nous soyons blessés, même gravement, pendant les exercices, ne les émouvait pas. Tant pis si tu étais trop lent à réagir et que la grenade que tu manipulais explose. Le Führer ne veut que les meilleurs. Plus agréables sont les souvenirs des soirées dans les dortoirs à fumer et à boire, même si nous risquions un conseil de discipline. Il nous arrivait de nous échapper pour aller voir les prostituées pour nous soulager, car le règlement interdisait la masturbation, au prétexte que seuls les homosexuels se livrent à cet exercice. Quelle connerie! Ce n'est pas parce qu'on se masturbe qu'on est ou qu'on devient homosexuel. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Marcel Proust. Ceci dit, la sexualité de cet auteur devait être purement masturbatoire si on se fie à son œuvre dans laquelle le narrateur ne peut jamais pénétrer l'objet de son désir. De toute façon, Proust ne doit pas être en odeur de sainteté pour le Führer. Primo, il est français, et pour Hitler,
les Français sont l'ennemi héréditaire. Secundo, il était né d'une mère juive, en plus d'être vraisemblablement homosexuel. Maintenant, tout est différent, c'est la guerre. Dès le 1er septembre, ma division, qui fait partie du Heeresgruppe Sud, commandée par le général Johannes Blaskowitz, part pour la Pologne. Nous franchissons la frontière au sud-est de Breslau. L'ennemi n'oppose d'abord pas de réelle résistance. Puis nous recevons les premiers obus. Mais ils n'interrompent pas notre progression, d'autant que la Luftwaffe pilonne sans arrêt le territoire polonais. Le lendemain, nous traversons la Warta, un affluent de l'Oder, et le 3 septembre, la Widawka, direction Łódź, la seconde ville de Pologne, jusqu'à la ligne de chemin de fer à l'ouest de Varsovie. De là, la division tourne vers le nord et pousse via Łowicz jusqu'à la Bzura, où les Polonais mènent une contre-attaque d'un grand courage et nous donnent du fil à retordre. Nous sommes précédés par les unités blindées depuis le début. Nous ne sommes là qu'en soutien, et lorsque nous arrivons, c'est pour constater que les Panzers y arrivent très bien sans nous. Nos supérieurs s'attendent à une réaction massive des Polonais à notre invasion, et nous avions entendu des discours nous prévenant que les Slaves sont perfides, que nous ne pouvons pas nous fier à eux, qu'il y a beaucoup de Juifs parmi eux. On nous martèle qu'ils vont sûrement empoisonner les fontaines et prendre les armes pour nous attaquer en traîtres à la moindre occasion. Nous craignons donc les francs-tireurs ou les tireurs civils embusqués et nous avons la consigne d'être impitoyables avec les civils partout où nous passons, en les traitant en bloc, comme des résistants. Mais c'est une chasse aux fantômes. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une résistance organisée. Les enfants nous regardent avec étonnement. L'un d'eux nous a apporté de l'eau et je lui ai donné 10 pfennigs. Et il m'a remercié, l'air réjoui. Mais mon empathie ne semble pas avoir de place dans les plans de cette guerre. Nous sommes censés fermer nos cœurs à la pitié, appliquer la loi du plus fort. L'objectif de Hitler est d'anéantir la Pologne. Certaines unités sont chargées de réprimer la guérilla en incendiant tous les villages. Aussi, voyons-nous des fermes en flammes à perte de vue. Des soldats polonais et des civils sont abattus. Même les chiens n'en réchappent pas. Les villages sont jonchés de cadavres de chevaux, de vaches et d'oies. Les maisons et les arbres sont calcinés. Dès le 10 septembre, l'armée polonaise est encerclée. À ce stade, la campagne est virtuellement terminée. Maintenant, les opérations ne visent qu'à resserrer notre dispositif autour de la capitale. Nous marchons sur les traces de Napoléon, en conquérant la forteresse de Modlin, avant de rester en tant que force d'occupation dans la région de Varsovie. Le 17 septembre, sur sa frontière orientale, la Pologne est envahie par l'armée rouge dans une zone vide de troupes. La Luftwaffe a concentré toutes ses forces sur la capitale, copieusement bombardée, ne faisant aucune distinction entre civils et militaires. Son objectif ? Briser le moral des habitants. En 35 jours, la malheureuse armée polonaise est détruite. Ses alliés, notamment les Français, ne sont pas intervenus. Même s'ils avaient voulu lancer une offensive à l'ouest, elle n'aurait servi à rien. Ils n'auraient pas eu le temps d'arriver. Pendant toute cette période, j'ai touché du doigt ce qu'est réellement la guerre. Bien pire que ce que j'imaginais. J'ai vu et même fait des horreurs que je n'aurais jamais commises en temps ordinaire. Mais dans une guerre, c'est tuer ou être tué. Nous n'avons pas le choix. Et ça, c'est déjà trop pour moi. Dans ce rouleau compresseur qu'est notre armée, beaucoup de civils sont tués, dont des femmes, des enfants et des vieillards innocents. Pourtant, il y a pire, car derrière nous arrivent les troupes SS, chargées de nettoyer la maison, des Juifs, de l'intelligentsia et de l'aristocratie polonaise, ainsi que du clergé catholique. Après avoir vu des villages incendiés, des civils et des prêtres exécutés par balles, quand ce n'est pas à la grenade pour la simple raison qu'ils sont polonais, des Slaves, des Untermenschen, comme les appellent beaucoup de mes camarades qui les haïssent et considèrent qu'il faut les persécuter et les combattre au même titre que les Juifs, car ils sont des ennemis du peuple. Je n'ai aucun mal à imaginer ce que les SS vont faire. Impossible de dire quoi que ce soit, sous peine d'être liquidé soi-même. Et si les principaux exécutants sont les Einsatzgruppen, la Wehrmacht y collabore aussi. En Pologne, ceux qui adhèrent aux idées nationales-socialistes ont été confortés dans leurs préjugés, en découvrant les juifs orthodoxes qui vivent dans les shtetl. Les caricatures de juifs parues dans les journaux de propagande nazie y trouvent leur justification.
Certains d'entre nous, qui n'étaient pas fondamentalement opposés aux Juifs, le sont devenus à cette occasion. Pour exemple, le 12 septembre, à Konski, des Juifs ont été regroupés sur le parvis d'une église, afin de leur faire creuser des tombes pour des soldats de la Wehrmacht tombés au combat. Ces civils sont roués de coups, sous les cris de « Plus vite, apprenez enfin à travailler honnêtement, sale youpin !» Mais un soldat laisse involontairement partir un coup de feu qui déclenche un mouvement de foule parmi les prisonniers. D'autres soldats ripostent en tirant au hasard, basculant dans la folie furieuse. Plus d'une dizaine de civils juifs le paient de leur vie. Des soldats prisonniers polonais faits prisonniers ont aussi été fusillés. Nous sommes bien loin des règles de la Convention de Genève qui définissent les protections humanitaires pour les prisonniers de guerre. J'ai la nausée, car je fais partie de cette armée du Reich qui commet ces crimes. Car il est impossible d'appeler autrement ces exécutions sommaires. De nombreux comportements sont inacceptables. Les viols de femmes polonaises en font partie, et il y en a eu, parfois collectifs, de la part de soldats de notre armée régulière, comme des Einsatzgruppen. Et ces femmes, considérées comme du gibier, se taisent par honte, mais aussi par crainte des représailles, car toute dénonciation d'un Allemand peut avoir des conséquences dramatiques pour celle qui voudrait porter plainte. Mes illusions d'honorabilité et d'intégrité, en tant que soldat de la Wehrmacht, se trouvent bien écornées. Quand je pense que j'ai refusé d'entrer dans la SS comme mon camarade Reinhardt au nom de ces deux valeurs. Pourtant, une voix s'est élevée, celle du général Blaskowitz, chef de la 8e armée qui a combattu avec nous à la bataille de la Bzura. Je me reconnais en cet homme qui ose se révolter face aux atrocités commises par les SS et les Einsatzgruppen contre les Polonais et les Juifs. Son grade le lui permet. Il fait parvenir au commandant en chef, Walter von Brauchitsch, des rapports détaillés sur ces crimes de guerre. Il a même osé imposer la peine de mort aux membres de la SS et de la Gestapo impliqués dans des crimes de guerre. Il n'a pas eu gain de cause longtemps. Un responsable SS s'est plaint à Hitler lui-même et les SS condamnés ont été relâchés. Le major Langhäuser, officier général de l'état-major de mon groupe d'armée, est un autre exemple de comportement humain. Il a refusé de livrer des prisonniers civils aux SS et de les envoyer ainsi à une mort certaine, arguant du fait qu'il ne peut cautionner des exécutions sans jugement. Mais son intervention, comme celle de Blaskowitz, reste sans effet. L'ordre vient de l'entourage du Führer et les civils sont abattus le jour même. Malheureusement, ces hauts gradés, qui ont eu des cas de conscience et ont essayé d'enrayer la machine, sont des exceptions. La plupart des généraux de la Wehrmacht ne lèvent pas le petit doigt face à toutes ces infractions graves aux droits de la guerre. Ce qui les préoccupe, c'est l'ombre que leur fait la police et les SS. J'ai beau avoir été élevé dans cette culture de l'obéissance profondément ancrée dans la mentalité allemande, je refuse cette banalisation du crime, à laquelle s'ajoute l'exaltation de l'État nazi, de la camaraderie masculine sur fond d'idéologie raciste. La propagande prône la camaraderie comme le ciment qui unit la Wehrmacht partout où elle intervient. Beaucoup se sentent confortés dans leur virilité et considèrent leur formation militaire comme un substitut de famille. Mais si j'accepte que mes camarades soient comme une nouvelle famille, je n'ai pas besoin de me comporter comme un salaud, de banaliser le crime au nom d'une idéologie raciste pour me sentir un homme viril. Certains disent qu'une guerre est toujours une initiative collective dans laquelle l'individu renonce à son libre arbitre. On se rallie autour du drapeau, on ne pense plus qu'en termes de collectivité et on protège avant tout ses propres camarades. L'ennemi n'a guère d'importance, il faut l'exterminer. Ce n'est pas tout à fait ma vision des choses. J'ai beau porter l'uniforme, ça ne justifie pas les atrocités dont j'ai été le témoin. Je suis encore responsable de mes actes en tant que citoyen et individu. Je refuse de perdre ma part d'humanité, de devenir une machine à tuer, brutale, dénuée d'émotion, de scrupules. L'argument d'agir ainsi au nom de notre peuple et pour son bien ne tient pas à mes yeux. Reinhardt serait là, il se moquerait de moi, l'idéaliste. Je suis certain qu'il me dirait « Tu es un doux rêveur, Friedrich. Cette guerre est un mal nécessaire. Nous avons été bernés lors du traité de Versailles. Le Führer a raison. L'Allemagne a été trahie par les Juifs et leurs alliés. Grâce à lui, nous allons reconstruire une grande Allemagne. » Reinhardt croit que nous sommes d'une race supérieure. Je ne vois pas en quoi. Nous sommes comme les autres.
des êtres humains avec leurs qualités et leurs défauts. Depuis qu'il adhère au NSDAP, nos idées divergent sur beaucoup de points. Comme mon auteur préféré, Heine, un juif, je pense que le nationalisme allemand est destructeur et bien trop éloigné des idées démocratiques et de souveraineté du peuple que je privilégie. Je dois cette façon de penser à mes parents, un père social-démocrate et une mère alsacienne née allemande mais française de cœur. Le plus étrange est que Reinhardt, antisémite, xénophobe, a choisi de faire des études de médecine. Selon moi, un médecin est un exemple de tolérance, de bienfaisance. Rien de tout cela ne correspond à ce que la propagande nazie nous répète à longueur de journée avec leur théorie de supériorité de la race germanique sur les autres. Avec la loi de stérilisation forcée de 1933 pour toute personne considérée comme souffrant d'une maladie génétique, suivie des campagnes de propagande prônant l'euthanasie des malades mentaux qui sont une charge pour la société, et les autres lois eugénistes qui ont suivi. Mais c'est un fait, Reinhardt est en voie de devenir un médecin SS. Je le connais depuis l'école élémentaire. Nous avons fréquenté le même gymnasium, passé notre abitur, la même année, en 1933. Il a toujours été un camarade bon vivant et fiable, malgré nos idées politiques divergentes. Donc, nous évitons de parler politique. Nous ne parlons pas non plus de littérature. Reinhardt n'est pas un lecteur assidu, hormis ses livres de médecine. En revanche, nous parlons beaucoup des filles. Je lui dois la perte de ma virginité, quand il m'a traîné au bordel pour fêter notre abitur. Nous avons continué à nous fréquenter et sortir ensemble. Nous avons aussi effectué notre Arbeitsdienst ensemble, mais le service militaire nous a séparés. Nous nous sommes retrouvés à l'université, retrouvant nos vieilles habitudes. Cependant, je ne le suis pas toujours dans ces soirées arrosées qui se finissent souvent dans le lit d'une prostituée. Il est beaucoup plus fêtard que moi. Bref, Reinhardt ne voit que par le Führer. Certes, Hitler a remis le pays sur les rails. Comme il l'avait promis, lui et son gouvernement national-socialiste ont fait disparaître le chômage en 4 ans, notamment à travers des investissements colossaux, du fait des commandes d'armement et de la politique de grands travaux. Pour la plupart d'entre nous, les salaires et les conditions de travail sont allés en s'améliorant régulièrement, avec un meilleur service de santé et de sécurité, des cantines avec des repas chauds, des installations sportives, des parcs, des théâtres et des concerts, des expositions, des clubs de sport, de randonnée et de danse, des cours pour adultes et du tourisme. Tout ça étant subventionné. Le système de protection sociale déjà bien développé, avec assurance retraite et service national de santé, a encore été étendu. Mais derrière cette façade, il y a l'abolition des libertés fondamentales, la dissolution des autres partis, l'oppression, l'élimination des bouches inutiles, des indésirables. Le parti contrôle tout. N'est-ce pas trop cher payé? Pourtant, le peuple allemand reste favorable au Führer. Ne lui a-t-il pas redonné la prospérité, sa fierté? Et tant pis pour la partie non visible de l'iceberg. Seulement, aujourd'hui, je ne suis pas fier d'être allemand, après ce que j'ai vu en Pologne. Les bombardements de Varsovie ont visé les infrastructures stratégiques militaires, comme dans toute guerre, mais aussi les habitations civiles. Rien que le 25 septembre, la ville a été pilonnée pendant 11 heures, recevant des centaines de tonnes de bombes explosives. Je vois les résultats début octobre, lorsque ma division y arrive après la prise de la forteresse de Modlin. Comme en Allemagne, les synagogues sont incendiées, à l'image de l'incendie de la synagogue de Freiburg, dont j'ai été le témoin involontaire en 1938, lors de la nuit de cristal, comme tant d'autres dans toutes les villes d'Allemagne. La division de Werner a aussi participé à l'invasion de la Pologne, avec la 10e armée participant à la bataille de Radom, puis dans la 8e armée qui s'est battue entre Modlin et Varsovie. C'est là que nous nous sommes retrouvés pendant quelques jours jusqu'au début octobre, avant que Werner reparte pour l'Allemagne, à guerre où sa division doit être réorganisée en 7e Panzerdivision le 18 octobre. Elle reste en Turin jusqu'à la mi-novembre, quand elle est transférée dans la région de Hünfeld-Alsfeld-Hersfeld en Hesse. En décembre 1939, c'est au tour de ma division d'être transférée à Gelsenkirchen, dans la Ruhr, une région au cœur de l'économie de guerre. Werner, quant à lui, change encore de secteur, fin janvier 1940, puisque sa division se retrouve dans la région de Bonn-Bad Neuenahr. Cette période relativement calme pour l'un et l'autre nous permet de revenir 2 fois en permission à Feldberg.